Très chers amis téléspectateurs, nous savons tous que Benjamin Griveaux, candidat du Manchon aux élections municipales de Paris, a été pris la main dans le sac, si j'ose m'exprimer ainsi. Des vidéos à caractère zizitique le concernant ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. Alors, une question m'a taraudé, au point de me rendre insomniaque, voire fébrile et même violent. Pourquoi Benjamin Griveaux a-t-il trouvé bon de filmer son bas-ventre en folie, puis a-t-il trouvé bon de transmettre ce charmant et délicat enregistrement à l'une de ses conquêtes féminines, alors qu'il connaissait parfaitement le risque que son exhibition zizitique devienne publique? Eh bien, je l'avoue en toute modestie, je crois être le seul au monde à avoir trouvé la motivation secrète de Benjamin Griveaux. N'est pas chroniqueur à TV Liberté qui veut. Je vais donc vous révéler ma trouvaille en exclusivité. Non, ne me remerciez pas, c'est tout à fait normal. Je savais qu'il se disait dans tout Paris que Benjamin était un passionné du chanteur-philosophe Michel Polnareff. Je me suis donc plongé dans les textes hautement philosophiques du chanteur hautement philosophique Michel Polnareff et tout s'est éclairé d'un seul coup. Benjamin Griveaux a tout simplement mis en pratique la chanson de Polnareff intitulée « Je suis un homme ». Analysons le texte de cette chanson et tout devient limpide. Voici donc certaines des paroles de cette chanson prophétique. Écoutez bien. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme, au lit mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Ces paroles, magnifiquement profondes, le Griveaux va tout simplement les mettre en pratique. Tout d'abord, il est un homme. Quoi de plus naturel en somme? Il veut le prouver. Quoi de plus naturel en somme? Il est comme le taureau du Limousin qui montre tout sans le moindre complexe. Quoi de plus naturel en somme? Et donc, le Benjamin montre tout sans le moindre complexe. Quoi de plus naturel en somme? Il résulte de son exhibition qu'il semble effectivement qu'au lit, son style corresponde bien à son état civil. Ce point-là était important pour Benjamin, car dans la confusion actuelle, l'on ne savait plus très bien s'il voulait être maire tout en pouvant être père. Oui, Benjamin révélait à tous qu'il pouvait à la fois être maire de Paris et être père dans la vie. Le point suivant est fondamental. De là-haut, sur son podium, Benjamin voulait éblouir le tout Paris de son anatomie. Et là, il faut l'avouer, ce fut un éblouissement général, au point que l'on raconte qu'à la suite de cette vision, beaucoup sont devenus aveugles. Mais alors, autre question que je me suis posée, pourquoi tout cela a-t-il si mal fini pour Benjamin Griveaux? J'ai farfouillé, comme à mon habitude, dans les fables de La Fontaine, et je suis tombé sur la fable qu'il fallait, intitulée « La Grive et le Griveaux », et qui se termine de façon prophétique concernant la situation sexologico-politique de notre ami Griveaux. Je cite « Si l'on veut être maire, il ne faut exhiber sa trop puissante paire, ni son zizou d'enfer, car à trop tout montrer, l'on ne peut que chuter. Si l'on cherche des fautes, il faut garder culotte. » Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. La campagne des primaires américaines bat son plein dans la perspective des présidentielles de la fin de l'année. Nos Cassandres professionnels, nos journalistes de gauche, qu'ils s'illustrent dans les médias de gauche ou dans ceux faussement dits de droite, tous confits d'anti-trumpisme, essaient désespérément de scruter le ciel pour trouver des signes annonciateurs de la défaite de l'actuel président en titre.
Il se donne beaucoup de mal, mais en vain pour l'instant, car le Donald a de sérieuses chances de l'emporter en décembre. Voyons plutôt. Aux États-Unis, les salaires montent et le chômage baisse. Quelle drôle d'idée! Comment un président que l'on nous présente volontiers comme un abruti fini, un homme vulgaire et mal dégrossi, macho, xénophobe et raciste, bref, tous les mots possibles et imaginables, peut-il parvenir à des résultats pareils? C'est presque de la sorcellerie. Cela défie l'entendement. Il doit s'être mis en ménage avec la Chiappa, notre sorcière bien-aimée. Et pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence, la croissance est là, et bien là, même si elle diminue et ne devrait être que d'un petit 2% en 2020. Et cette croissance permet un quasi plein emploi. Il n'y a que 4% de chômeurs outre-Atlantique. Conséquence importante de cette situation, les salaires suivent le mouvement et augmentent mécaniquement. Voyons. Il doit bien y avoir un os quelque part, cherchons bien. Peut-être que les inégalités explosent, ce serait assez logique, vu le caractère odieux de ce président ultra riche, incapable de pensée sociale comme en France. Eh bien non, même pas. Les plus pauvres aussi sont tirés vers le haut. Bon, soyons honnêtes, il y a tout de même une ombre au tableau. Les déficits publics et privés américains atteignent effectivement des sommets et ce n'est pas très rassurant. Cela dit, la croissance correcte et le quasi-plein emploi des États-Unis, accompagnés, il est vrai, de déficits importants, présentent une situation infiniment meilleure que la situation française, affichant une faible croissance, un taux de chômage très élevé et des déficits tout aussi importants qu'aux États-Unis. Finalement, quel est le secret de la réussite de Trump ? Eh bien, cela est très simple. On se rappelle son slogan choc « Make America Great Again », faire de l'Amérique quelque chose de grandiose, de magnifique, se concentrer sur l'Amérique. Eh bien, cela signifie penser d'abord et toujours en priorité aux intérêts américains, n'en déplaise à Sainte Stupido Greta, à Bruno Le Maire et à Xi Jinping. Et le pire, c'est que ça marche. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. La France, patrie de la gastronomie, du bœuf bourguignon et du château Yquem, du chou à la crème et du petit pastis qu'on boit sous les platanes. Que c'est bon tout ça! La France donc, à la tête d'un patrimoine culinaire immémorial, pensait ne pas avoir raté la marche de la digitalisation de la gastronomie, puisqu'elle avait astucieusement créé le site La Fourchette, gigantesque plateforme de réservation en ligne de restaurants, d'abord en France, puis petit à petit dans pas moins de 22 pays. Grand succès, superbe opération, viva el Francia! Oui, très beau succès. Trop beau succès. Il fallait en faire rabattre à la France orgueilleuse, colonisatrice, infâme et franchouillarde de bas étage. Eh bien, le ridicule ne tuant plus depuis longtemps en France, sinon nous serions tous morts depuis longtemps, la plateforme bien française La Fourchette vient de décider de changer de nom. Elle a été rebaptisée The Fork. Sans blague. La Fourchette. Mais en anglais, quoi. The Fork. Les directeurs de la communication de La Fourchette, de The Fork, ont estimé que ce nouveau nom s'imposait. Marketing mondialisé oblige. Et là, j'ai compris à quel niveau de supériorité intellectuelle se situaient ces directeurs de la communication de The Fork. C'est vrai quoi, la nourriture britannique, ça fait rêver dans le monde entier.
les beans ou haricots trop cuits noyés dans la tomate, ou le pudding à la graisse rance de bœuf qui troue votre pantalon si vous en laissez tomber dessus un morceau. C'est spontanément ce qui vient à l'esprit quand on pense à bien manger, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand on veut faire un petit week-end gastronomique à l'étranger, on choisit toujours très spontanément Manchester. Et là où nos directeurs de The Fork frisent le génie, c'est que le changement de nom est à ce jour prévu uniquement pour la France et la Suisse. Ainsi, les clients anglais parleront de la fourchette et les clients français parleront de The Fork. C'est à n'y rien comprendre, mais c'est sûrement génial. Finalement, n'y aurait-il pas tout à gagner à s'assumer pour ce que nous sommes, à mieux faire rêver? Une langue, c'est avant tout une culture et nous sommes un peu trop pressés à tous les étages de la société de nous débarrasser de la nôtre. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Les derniers chiffres publiés dans un rapport de l'Agence internationale de l'énergie révèlent que les États-Unis arrivent en tête de la baisse d'émissions en CO2 dans le monde. Comment? Comment cela est possible? Puisque récemment, à Davos, Sainte Gaucho-Greta attaquait ouvertement les États-Unis pour avoir quitté l'accord de Paris sur le climat. Je cite une phrase de ce fameux rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie. Les États-Unis arrivent en tête des réductions d'émissions de CO2 à l'échelle mondiale en 2019, tout en connaissant une croissance économique solide. Cette formulation de l'agence a au moins le mérite d'être claire. Sur les 20 dernières années, et par rapport au pic d'émissions enregistré aux États-Unis en l'an 2000, les émissions américaines ont connu la plus forte baisse absolue de tous les pays au cours de cette période. Sainte Gaucho-Greta doit en faire des cauchemars. Pauvre Greta, moi, ça me rend triste qu'elle dorme mal. Je cite encore l'Agence internationale. Une réduction de 15% de l'utilisation du charbon pour la production d'électricité a permis la baisse des émissions globales des États-Unis en 2019. Ça, Greta doit trouver ça mochissime. Si Donald Trump devient écolo, où va-t-on? Au fait, qu'en est-il de la France? En France, on dispose d'un outil fabuleux pour limiter les émissions de CO2. Cela s'appelle le nucléaire. Mais chut, c'est un gros mot. Ça ne plaît pas à Greta. Par ailleurs, l'agence note que la demande globale d'électricité dans notre pays a diminué en raison de la baisse de la demande de climatisation et de chauffage, en raison de la douceur des conditions estivales et hivernales. C'est tout simple, mais il fallait y songer. Le réchauffement climatique entraîne aussi une baisse de la consommation énergétique. Mais ce simple constat d'évidence dépasse les capacités idéologiques de l'ami Greta. En réalité, l'Agence internationale de l'énergie met le doigt là où cela fait mal. 80% de l'augmentation des émissions de CO2 dans le monde proviennent d'Asie. La Chine et l'Inde, qui sont les pays les plus pollueurs au monde, ont toutes deux contribué de manière très lourde à l'augmentation des émissions de CO2. Mais chut, bon, l'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie, a beau le dire, Greta n'ira jamais insulter Xi Jinping. Faut pas pousser papy dans les rosiers quand même. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.
Notre ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a décidé, contre toute attente, de faire du patriotisme économique l'un de ses chevaux de bataille. Contre toute attente, car il faut rappeler que, venu des Républicains, il a fait le choix de servir Emmanuel Macron, l'homme du mondialisme économique échevelé, comme le montre par exemple la cession d'Alstom à General Electric. L'on peut donc raisonnablement penser que le ministre, en l'espèce, manque de crédibilité. Sa dernière initiative nous laisse donc sceptiques. Quelle est donc sa dernière initiative ? Bruno Le Maire est à l'origine du projet du Silver Lake, que je préfère traduire en français puisque je suis un franchouillard primaire. Le Maire est donc à l'origine du projet Lac d'argent. Un bien joli nom pour un fonds d'investissement français destiné à protéger les fleurons hexagonaux. Ce fonds, qui vient d'être lancé par la Banque publique d'investissement, a vocation à lever 10 milliards d'euros. Ces 10 milliards seront utilisés pour aider les entreprises en leur garantissant un actionnariat stable et en les protégeant contre les offensives de fonds internationaux malveillants. Le fonds est doté pour l'instant d'un montant de 4 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, et la première réussite dont se vante notre ministre repose sur l'investissement dans le dit fonds de l'émir d'Abu Dhabi, à hauteur d'1 milliard, soit un quart du tout. Cela nous laisse un peu rêveurs. Comment prétendre défendre l'indépendance économique, financière et stratégique de la France en la faisant reposer dans de telles proportions sur la générosité d'Abu Dhabi ? C'est un signal très fort, nous explique Bruno Le Maire. Expression verbouilleuse que ce signal très fort, qui veut à la fois tout dire et ne rien dire, surtout ne rien dire d'ailleurs. Car enfin, monsieur le ministre, vous créez un fonds souverain que vous ouvrez aux monarchies du Golfe. Celles-ci ne deviennent-elles pas de facto souveraines de la France ? Nous nageons en pleine confusion dans ce beau lac d'argent. Et ce n'est pas tout. La Banque publique d'investissement nous annonce que des discussions sont en cours avec 5 autres fonds souverains du Golfe. Bruno Le Maire n'a qu'un regret. L'Arabie Saoudite n'a pas encore témoigné de son intention de suivre les pas d'Abu Dhabi. Il est bien triste de voir que nos dirigeants politiques se réjouissent de ce que les régimes hautement corrompus, que sont les monarchies pétrolières, investissent massivement dans notre économie. Manifestement, sans l'aide de ces régimes, la France ne saurait être vraiment indépendante. Le projet du lac d'argent trouve un écho singulier dans la nomination tout juste officialisée de Nicolas Sarkozy au conseil de surveillance du groupe Lagardère. Qui est le premier actionnaire du groupe Lagardère ? Le Qatar, bien sûr, qui possède 13% du capital du groupe et 20% des droits de vote. Ce qui prouve, s'il en était besoin, la connivence renouvelée de notre classe politique à l'égard des monarchies du Golfe dans leur ensemble. De quoi font preuve nos hommes politiques ? De naïveté ? D'inconscience ? D'irresponsabilité ? De concussion ? Difficile de le savoir, tant sont troubles les relations qu'ils entretiennent avec le Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, dans de telles conditions, l'indépendance française, malgré les protestations affichées, n'est plus qu'un ancien souvenir. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.